Pour l'un de ses biographes, chaque fois que Marcel Proust éprouve une passion pour l'œuvre d'un autre artiste que lui-même, c'est le signe qu'il devine sa propre œuvre. Sans aller aussi loin, je dirais qu'entre chaque artiste qui a pu le passionner et Proust, il existe de vastes territoires communs. Ainsi, cette approche du temps qui fait de Claude Monet un peintre résolument unique peut-elle être comparée à celle de Marcel Proust, et l'on ne s'étonnera pas que l'auteur du mythique À la recherche du temps perdu ait pu être fasciné par les meules de foin, les cathédrales ou les nymphéas de Monet. Parmi les peintres que Proust a passionnément aimés, se trouve aussi James Abbott McNeill Whistler, ce que confirme dans La Recherche le personnage d'Elstir, en grande partie inspiré du peintre américain. Et c'est un personnage primordial, même si Proust l'a accompagné d'un écrivain et d'un compositeur, trinité dont l'on devine qu'elle est une synthèse de lui-même. Car c'est dans l'atelier d'Elstir que le narrateur accomplit sa métamorphose, passant du statut d'observateur à celui d'artiste. Et l'on notera que l'un des plus beaux portraits du comte de Montesquieu, qui inspira le personnage de Charlus, est justement signé de Whistler. Et l'on notera aussi que dans la chambre où devait s'éteindre Marcel Proust, le dernier tableau dont la reproduction l'accompagna presque jusqu'au bout fut ce portrait de Thomas Carlyle, surtitré « Arrangement en gris et noir, numéro 2 ». Après des études militaires avortées à l'Académie de West Point, James Abbott McNeill Whistler commence à peindre et part presque immédiatement pour Paris, où il fréquente les cercles d'avant-garde. Ses premières toiles semblent inspirées par Courbet, avant que celui-ci ne lui vole sa maîtresse Johanna Fernand et n'en fasse le modèle de L'origine du monde, puis par Manet, avant que sa découverte de l'art japonais n'y ajoute cette subtilité de ton dont Whistler ne se départira plus. Regardez la sublime jeune fille en blanc, elle marque le vrai début de son aventure sur le continent peinture. La toile est pourtant refusée par le jury du salon officiel et doit trouver refuge au salon des refusés, comme le déjeuner sur l'herbe de Manet. La couleur y possède une qualité presque abstraite qui évoque curieusement Zhao Wuqi, mais c'est une impression toute personnelle. C'est à partir de là que Whistler prend l'habitude de donner à ses peintures un premier titre évoquant la composition musicale, symphonie, harmonie ou nocturne. Les années qui suivent sont d'ailleurs les meilleures années du peintre, même si en pur dandy, Whistler revendique une nonchalance que dément d'ailleurs sa mise en scène exigeante et scrupuleuse, magnifiquement architecturée. Les nocturnes en particulier feront la gloire de Whistler, mais lui vaudront quelques déboires. Devant ce nocturne en noir et or, le critique John Ruskin, fervent défenseur des préraphaélites, accusera Whistler d'avoir jeté un pot de peinture au visage du public. Si le peintre était extrêmement caustique envers ses confrères, il avait peu d'humour sur lui-même, et le procès intenté contre Ruskin, s'il le gagnera, le laissera désargenté. Pour autant, je le rejoins dans son analyse que l'art ne doit jamais reposer sur des valeurs morales et doit impérativement se tenir à distance de la dévotion, de la pitié ou du patriotisme. Ainsi commentera-t-il ce nocturne en gris et or. Je me moque du passé, du présent et de l'avenir de ce petit personnage. S'il est là, c'est parce qu'il me fallait précisément du noir à cet endroit. Alors, comme enveloppé dans cette ombre ouatée, tout en nuances et subtilités, qui rejoint étrangement celle des jeunes filles en fleurs, nous laisserons le dernier mot à Marcel Proust. Parfois, sur le ciel et la mer uniformément gris, un peu de rose s'ajoutait avec un raffinement exquis au bas de cette harmonie dans le goût de Whistler. Puis le rose même disparaissait, et il n'y avait plus rien à regarder.